Bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas. Alors a priori, bon, je sais pas qui est en ligne et on va voir. Voilà. Bon, vous allez voir mon collègue qui va apparaître. Concernant la participation évidemment à ce webinaire, bienvenue. Nous allons avoir une co-animation et évidemment vous pouvez toujours poser des questions. Alors soit en fin de webinaire, soit en cours de webinaire. Alors à ce moment-là, il faut lever la main, vous verrez, vous avez les petits onglets en bas. Alors comment s'anime ce type d'activité? Alors vous avez en bas une barre qui vous permet d'activer micro, caméra. Tant que le speaker parle, évidemment, vous pouvez pas intervenir. Par contre, vous avez la possibilité de signaler à droite, vous avez ou en bas, vous avez effectivement la possibilité de lever une main, ce qui permet de signaler au speaker comme quoi vous allez pouvoir, vous avez une question à poser ou vous voulez intervenir. On va animer à peu près pendant une petite heure cet atelier. A priori, il y a des personnes qui se sont inscrites, certains travaillent dans les entreprises et peut-être sont chargés de recrutement d'ailleurs, et puis d'autres sont peut-être étudiants ou simplement professionnels qui désirent se réorienter, qui désirent peut-être se repositionner sur le marché d'emploi ou sont demandeurs d'emploi. On va voir, ça va se dérouler en deux parties. La première partie va s'adresser très spécifiquement aux entreprises. Ceci dit, pour les chercheurs d'emploi, évidemment, ce sont des clés importantes. On va vous présenter comment et pourquoi. Et d'un autre côté, on va vous présenter pourquoi les métiers du numérique sont un peu spécifiques et on va voir quand même les éléments les plus importants là-dessus. Alors moi, je suis Stéphane Colombel, je m'occupe d'une école supérieure d'informatique. J'ai surtout une grosse pratique de la formation. Je connais très très bien la formation. Je suis un professionnel depuis plus de 20 ans. J'ai fait aussi du recrutement à très haut niveau, mais j'ai travaillé pour les cabinets de recrutement, notamment en métropole, dans l'industrie et notamment dans l'industrie également, et notamment pour le recrutement d'ingénieurs et de techniciens de très haut niveau. Ça voulait dire donc s'approprier les métiers et évidemment pouvoir répondre à l'attente client qui confiait ces recrutements au cabinet de recrutement. Voilà pour ma présentation. Gauthier, ici présent, va se présenter également. Alors bonjour, donc moi je suis Gauthier Verlet, je suis directeur du recrutement et du développement à l'ESIP. Donc moi mon rôle c'est de recruter des étudiants qualifiés dans le domaine de l'informatique qui correspondent à la culture de l'école et aussi aux compétences demandées et ensuite de les mettre en contact avec des entreprises pardon pour qu'ils trouvent le contrat en alternance qui correspond donc à leurs compétences. Je suis également au service des entreprises qui souhaiteraient éventuellement recruter des étudiants sur ce type de contrat. Donc, je vais les aider à identifier leurs besoins, les aider à créer leurs fiches de poste. Et ensuite, je vais me charger de diffuser ces fiches de poste sur un maximum de médias pour leur permettre de trouver le candidat idéal. Merci Gauthier. Je vais vous présenter le sommaire tout de suite. Je vais... Alors l'écran 2, je pense que c'est l'écran 2. Oui, c'est bien celui-ci. J'autorise. Voilà. Normalement, vous devriez avoir apparaître mon écran. J'espère que c'est le cas. Parce que moi, je ne le vois pas apparaître. Donc, je suis un peu inquiet. Ah, voilà. Ça prend un petit temps. Ça prend un petit temps et je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas mieux que ça. Je comprends pas très bien. Attendez, peut-être que vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Vous voyez mon écran? D'accord, ok. Donc voilà, le sommaire ça va être ça, présentation des intervenants c'est fait, contexte de recrutement de l'entreprise, les métiers du numérique. On va voir que effectivement ça correspond à des métiers particuliers. Hein. Élaboration, fiche de poste, emploi métier, les types de contrats, l'alternance du recrutement également, les étapes de recrutement, les attentes de l'entreprise, le positionnement candidat, l'élaboration du CV, conseils pour l'entretien et évidemment les nouveaux outils digitaux de recrutement. Ce qui va être très très important, l'étape la plus importante, deux étapes très importantes, ça va être évidemment ce qu'on va voir dans le détail concernant l'élaboration de fiches de poste et évidemment les attentes de l'entreprise, qui sont souvent des éléments un peu complexes à maîtriser, que ce soit l'entreprise elle-même comment dire, que ce soit l'entreprise elle-même ou que ce soit également le candidat.
Alors dans cette affaire, je vais d'abord laisser la parole à mon collaborateur Gauthier, qui va vous présenter les métiers d'entreprise et notamment un référentiel métier. Un référentiel métier, c'est quoi? C'est un dictionnaire des métiers qui permet la meilleure classification, qui permet à tout le monde de s'y reconnaître. C'est-à-dire, que ce soit l'employeur, l'employé, que ce soit les partenaires, on va se reconnaître évidemment au travers de ce référentiel métier. Et évidemment, ça va être là présenté avec. Je vais le partager pour vous. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je vais le partager pour vous et ça va être mon collègue qui va le présenter. Alors, je vais essayer d'être. Voilà. Et je vais essayer. Voilà. J'espère que ça va pas mettre trop de temps à apparaître. Parce qu'il y a un petit décalage évidemment sur cette application. C'est bon, vous voyez là on voit qu'il y a en écran. Oui. Alors, donc voilà, moi je vais commencer par faire un petit état des lieux des métiers du numérique en France et sur l'île de la Réunion. Alors en fait, la filière du numérique, elle s'articule autour de 8 catégories de métiers. Le développement commercial, la gouvernance, le pilotage opérationnel, les offres de services, la conception, le développement et les tests. Il y a également la mise en production et l'exploitation. Au niveau des métiers les plus recherchés, on a fait un petit comparatif entre l'ensemble du territoire français et la Réunion. Et en fait, on se rend compte que c'est le métier de développeur qui est le plus cherché, que ce soit en France et sur l'île de la Réunion, suivi par le métier de technicien de maintenance, et ensuite suivi par les métiers qui correspondent au développement commercial, dans la filière du numérique, bien sûr. Donc en fait, le contexte de la filière sur la Réunion, il suit à peu près celui sur l'ensemble du territoire. C'est assez cohérent. Donc ensuite, on va vous montrer un exemple de fiche métier que vous pourrez trouver sur l'OPIEC. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais voir si mon collègue arrive à partager l'écran. Je vais partager l'écran. Merci de votre patience. Sinon, je vais faire directement. Ah, bien. Vous voyez? Pas encore, ça va venir. Voilà. Ah, je vois pas trop. Firefox. Non. Bon. Alors. Tant pis. On fera sans. C'est pas très grave. La fiche de poste, vous pouvez la consulter. Alors, on va vous donner quand même quelques références. Si vous voulez consulter les fiches de poste, enfin, non, les fiches métiers, pardon, excusez-moi. Si vous voulez consulter les fiches métiers concernant les métiers du numérique, il faut aller consulter le site de l'OPIEC. L'OPIEC, ça s'écrit O-P-I-I-E-C. Vous verrez à l'intérieur, c'est tout à fait intéressant. C'est quand même la référence nationale concernant les métiers du numérique. Et c'est normalement notre documentation de base concernant ces métiers. Donc, je rappelle, OPIEC, O-P-I-I-E-C, qui reste quand même l'élément le plus important concernant les définitions de nos métiers. Je vais également vous partager, alors, voilà, tiens, on a vu passer quelques secondes, voilà comment ça se présente. Bon, désolé, on n'est pas encore familier avec la plateforme. Donc là, on a la cartographie des métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous allez avoir tous les métiers qui correspondent aux métiers de la filière du numérique. Et vous allez pouvoir, par exemple, aller regarder un métier, on va prendre le métier de directeur commercial dans la filière du numérique. Et donc, vous allez avoir pas mal d'informations. Vous allez avoir la répartition des offres d'emploi par région. Donc, vous aurez aussi accès à la répartition des offres d'emploi sur l'île de la Réunion. Vous aurez l'expérience requise au recrutement en moyenne pour aussi cibler ça et filtrer ça par région. Le niveau de formation requis au recrutement, les types de contrats. Donc, vous pourrez comparer, par exemple, sur l'ensemble du territoire à la Réunion.
la taille moyenne des entreprises qui recrutent et les compétences les plus demandées. Au niveau des compétences, vous aurez aussi accès à une liste de toutes les compétences qui sont demandées, avec voilà un niveau attendu indexé sur un barème de 4. Vous aurez aussi donc les compétences cœur de métier. Vous aurez aussi une cartographie des métiers avec lesquels vous allez être directement en relation dans le cadre de vos missions. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous pourrez ensuite aller regarder les fiches de ces métiers. Et vous aurez aussi accès à toutes les certifications qui pourraient vous faire éventuellement monter en compétences dans ce métier-là et à toutes les études qui ont été publiées qui concernent ce métier. Voilà. Donc c'est sur le site de l'OPIEC et vous pourrez voilà, avoir toutes les informations que vous souhaitez sur votre métier à l'échelle nationale ou à l'échelle de la région. Merci beaucoup. Concernant ces métiers-là, évidemment, la fiche métier va nous permettre quand même d'aller voir un petit peu les compétences et on va voir un petit peu les activités dans lesquelles, de quelle manière ça se passe. Je ne sais pas pourquoi c'est cet écran-là qui apparaît chez moi. Voilà, merci. Ok. Donc, en fait, quand on recrute, quels sont les objectifs? En fait, les objectifs, ça répond quand même. Le recrutement est toujours un acte majeur pour l'entreprise, quelle que soit sa taille. C'est un acte structurant. C'est-à-dire quand je recrute, quand je suis employeur et que je recrute, évidemment, je vais intégrer une nouvelle compétence à l'intérieur, mais également une personne qui va s'intégrer à une équipe et c'est quand même tout à fait fondamental. Alors, les enjeux et les objectifs concernant le recrutement, premièrement, c'est de répondre à un besoin de main-d'œuvre dans l'entreprise. Ça, c'est clair. C'est évident pour tout le monde. C'est adjoindre un nouveau collaborateur à l'équipe. C'est-à-dire que non seulement j'intègre une compétence à l'intérieur de mon entreprise, mais j'intègre également un nouveau collaborateur qui va interagir avec l'entreprise. Donc c'est important parce que ça va influer sur le management et comment je manage évidemment cette équipe. Et le collaborateur ou le recruté, quand il va se présenter, il va aussi se présenter comment je m'intègre dans une équipe et dans un management qui sera celui de l'entreprise. On ne fait pas que ça, on recrute non seulement pour aujourd'hui, mais on recrute également pour demain. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'entreprise doit dire, voilà, comment je positionne cette personne, pour quelle tâche dans l'entreprise, d'accord, et qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Est-ce que je recrute pour quelqu'un qui va être sur un poste évolutif? Est-ce que je recrute pour quelqu'un qui va rester sur un poste fixe pendant longtemps? Voilà, ça, ce sont des choses importantes. Et en période de crise et d'incertitude, c'est vrai que le recrutement est d'autant plus important, il ne faut pas se tromper. C'est quand même important. Il ne faut pas se tromper parce que si on se trompe, évidemment, c'est plutôt dommageable. On va perdre du temps, on va perdre de l'énergie, on va perdre peut-être aussi de l'argent. Pour pouvoir faire un bon recrutement, on va mettre en place ce qu'on appelle une fiche de poste, c'est important. Alors, je vais partager également mon écran. J'autorise et je ne sais plus quel écran je partage. Je pense que c'est l'écran de j'autorise. Voilà. Donc, la fiche de poste est un document de formalisation, c'est-à-dire je vais écrire quelque part, je ne sais pas pourquoi ça ne partage pas, voilà, c'est bien. Donc, quelque part, je vais écrire le fait que finalement, je vais recruter quelqu'un, pourquoi faire. Je ne sais pas si ça apparaît l'écran? Ah d'accord, parce que moi, j'ai pas ce retour. En fait, la fiche de poste est un document de formalisation et donc de communication. Derrière, je vais pouvoir communiquer avec. Et je vais faire le contour des missions et des activités réalisées. Alors, le poste, c'est tout ou partie de un ou plusieurs métiers. En fait, souvent on donne des appellations et on croit que ça couvre un métier et que nous, ce dont on a besoin en entreprise correspond à un métier précis. Eh ben, c'est une partie du métier ou plusieurs métiers ou des bouts de métiers qui vont être à l'intérieur. Et ça, le chef d'entreprise ou le recruteur doit évidemment délimiter. Il va aller chercher dans les fiches métiers, évidemment, les parties qui l'intéressent par rapport à ses besoins qu'il aura référencés au début. Donc, on va parler des compétences à mobiliser. Compétences à mobiliser, c'est quoi? C'est pourquoi pas la maîtrise d'un environnement ou pratique d'une langue, pourquoi pas la pratique de la langue anglaise, ou à savoir utiliser des méthodes, d'accord? Donc, on est vraiment sur compétences. Compétences, c'est ce que je sais faire. Ce que je sais faire, ce que je sais réaliser. Et la compétence, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, évidemment, et c'est quelque chose qu'on peut constater et voir et que j'ai déjà mis en œuvre.
Alors, que ce soit les outils, les méthodes et les savoir-faire, et puis les qualifications indispensables, et ben, des fois, nous sommes sur des métiers. Nous sommes sur des métiers où il y a des qualifications indispensables, ou alors, j'estime que dans mon entreprise, parce que je suis référencé, pourquoi pas, je fais du service client et je suis référencé Microsoft Gold, et ben, j'ai besoin d'avoir des techniciens qui, eux aussi, ont la qualification, ont les certifications Microsoft pour pouvoir répondre à cette qualification qui est indispensable. Si nous avons défini les compétences, nous allons caractériser l'exercice de ces activités. En termes d'activité, qu'est-ce qu'on va caractériser? Ben, on va caractériser le temps, le lieu, combien de temps, etc. Et on va essayer de mettre aussi des critères de performance. Ces critères de performance sont évidemment importants. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de dire à l'employé sur quoi il va être jugé finalement. Est-ce que l'important c'est la satisfaction client? Est-ce que c'est le nombre de est-ce que c'est le nombre de projets à suivre? Est-ce que c'est finalement comment dire, le nombre, pas le nombre de lignes écrites, mais voilà, sur quoi est jugé évidemment le recruter. Et puis ces prérogatives, périmètre du domaine de responsabilité. Alors c'est là où on va pouvoir intervenir sur un point qui est très important. Et c'est là où le recruteur, le chef d'entreprise est obligé évidemment d'avoir une finesse de travail. On a des activités qui sont des activités dites d'exécution. Ça peut être très technique, hein, pas un problème. Hein. Des activités d'exécution, des activités d'analyse, des activités de responsabilité, de décision. Et pour ça, il faut bien les délimiter. Et c'est vrai que c'est un travail assez difficile parce qu'on ne sait pas trop sur quel ensemble d'activités finalement il va y avoir l'exécution de l'analyse. Mais c'est quand même important de le mettre parce que on ne peut pas aller recruter quelqu'un qui a un bac plus 5 ou qui est surqualifié pour lui donner que des tâches d'exécution. Quelque part, il va falloir quand même essayer de voir ce sur quoi on peut lui attribuer évidemment les responsabilités ou l'exécution de l'analyse ou la responsabilité. Évidemment, on va parler de la date de contrat, durée, forme. Évidemment, tout ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir mettre en place. On va suggérer un profil et on va essayer de structurer la réponse. Quand on suggère un profil, j'aimerais que la personne ait, par exemple, un parcours d'études, qu'il ait tel ou tel diplôme, qu'il ait telle expérience professionnelle. C'est finalement, nous essayons de limiter et nous essayons d'engager, évidemment, le profil de la personne qu'on veut recruter, c'est-à-dire qu'on essaye d'orienter la réponse. Alors, avec des qualités particulières, pourquoi pas, ce qu'on appelle les qualités humaines, ce qu'on appelle aussi les capacités, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la rigueur, qui sait bien communiquer à l'écrit, par exemple, et puis pourquoi pas une culture particulière, qui est la connaissance des entreprises de santé. Ça peut faire partie du job. Je suis effectivement une entreprise de services numériques, mais là, le principal de mes clients sont des clients du domaine de la santé. Ben moi, j'aimerais bien que la personne arrive avec une culture quand même santé. Et puis, je vais choisir les modes de communication. Est-ce que je vais communiquer évidemment à Pôle emploi? Est-ce que je vais faire des annonces? Est-ce que je vais aller sur des sites spécialisés? Et quelles vont être, pourquoi pas, directement déposer des annonces auprès des écoles. Donc, ça va me permettre, malgré les activités que je définis, malgré les compétences attendues, je vais orienter encore davantage les répondants et les réponses par rapport à ça. Alors, on va quand même voir un point. On va faire différence entre expertise et expérience. L'expertise, ça va être le cœur du métier qui va être attendu. Et l'expérience professionnelle, c'est autre chose. Alors, je peux évaluer l'expertise sur quoi? Ben, sur la scolarité, sur la formation, sur l'expérience professionnelle. C'est vrai que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience professionnelle, quand bien même il n'a pas de diplôme ou un certain nombre de diplômes, c'est clair qu'il a peut-être développé de l'expertise il a peut-être développé de l'expertise sur, excusez-moi, j'ai pas mon téléphone, c'est un tout petit peu compliqué, voilà. Il a développé son expertise professionnelle des fois en apprenant sur le tas, mais sinon, il a pu avoir de la scolarité, de la formation et comment la qualifier? Et ben voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, voilà, moi je parle anglais, ben, il sait parler anglais comment? Je maîtrise Python, je fais de la programmation Python, très bien, c'est quoi? Ben, on va essayer de la qualifier. On va la qualifier. Est-ce que la personne, effectivement, est-ce que j'exige un niveau de base, basique? Est-ce que j'exige un niveau scolaire?
un usage courant? Est-ce que j'ai une pratique professionnelle ou une certification qui prouve que la personne en plus sait évidemment maîtriser cette compétence? Alors, quand on fait le recrutement, ça se passe pas tout à fait comme ça. On voit les gens qui se présentent et puis les compétences qu'ils affichent. Et en fait, je vais toujours me poser la question, parce que c'est un petit peu le raisonnement que je fais, même sans y penser réellement, finalement, mais est-ce que la personne, quand bien même elle a peu de compétences, est-ce qu'elle n'est pas capable de développer des compétences? C'est par exemple quelqu'un qui est un excellent programmeur dans un langage, finalement, un langage objet, finalement, moi je travaille sur un autre langage objet, est-ce qu'il ne va pas vraiment, très rapidement s'adapter à programmer dans ce langage objet, parce que finalement, il peut très bien se l'approprier et développer des compétences très très rapidement là-dessus. Donc, on va prendre effectivement les compétences de départ, on va mettre une fiche de poste, on va essayer d'élargir son recrutement à également des personnes qui n'ont pas forcément tout à fait cette compétence-là, mais qui sont capables de la développer ou qui sont capables évidemment de l'intégrer extrêmement rapidement. C'est comme ça souvent qu'on fait le recrutement. Alors, on a une particularité sur nos métiers, une particularité extrêmement forte qui est quasiment une des seules particularités où on se distingue de quasiment toutes les autres filières, c'est que nous sommes sur les métiers de l'informatique, nous sommes sur les métiers à forte obsolescence, à obsolescence rapide, c'est-à-dire tout ce que j'ai vu il y a 10 ans, c'est déjà complètement réformé, et tout ce que je sais faire aujourd'hui, dans 10 ans, et bien vraisemblablement, il faudra que j'ai évolué dans mon métier, que je reparte sur d'autres, sur évidemment le développement d'autres compétences. Alors, comme vous allez le voir à l'écran là, évidemment, on a quand même la distinction des parcours à faire, et finalement, les personnes qui ont acquis des compétences, comment l'ont-elles acquises? Eh bien, c'est quoi les cursus scolaires et c'est quoi les cursus des grandes écoles et des universités et pourquoi on a ces parcours-là? Eh bien, premièrement, les cursus scolaires vont nous permettre de définir, c'est important, un niveau socio-éducatif. C'est-à-dire que c'est vrai que quelqu'un qui a un bac, ou un bac plus 2, ou un bac plus 5, n'a pas le même niveau socio-éducatif. Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de développer des compétences. Ça veut dire qu'au départ, en tout cas, le niveau socio-éducatif est différent. C'est important pour l'intégration dans l'entreprise. C'est vrai que si dans votre entreprise, vous n'avez recruter que des ingénieurs, que vous voulez recruter un collaborateur supplémentaire au même niveau, vous allez avoir vraisemblablement du mal à intégrer quelqu'un qui a qu'un niveau bac ou qu'un niveau bac plus 2. Vous allez vraisemblablement essayer d'aller sur un niveau socio-éducatif un peu équivalent pour intégrer la personne dans l'équipe. Ensuite, finalement, que font les écoles et c'est quoi ces cursus scolaires? Eh ben, l'éducation nationale et l'université développent leur cursus, s'appuient sur le développement des connaissances générales et scientifiques, plus de la technicité. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui sort de l'université, même s'il n'est pas sur des logiciels à la mode, même s'il n'a pas vu les derniers logiciels de Windows Server, ok, très bien. Mais il a quand même une culture scientifique, une culture métier qui est quand même très importante et des bases de connaissances générales très importantes. Les grandes écoles développent pas ça. Elles sont plutôt sur la technicité, sur les compétences courantes en entreprise, importantes aujourd'hui et attendues aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est une grande différence. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins de connaissances générales scientifiques, mais vous aurez effectivement, vous allez voir normalement les derniers logiciels courus, les derniers environnements. Voilà, vous allez pouvoir développer évidemment vos compétences là-dessus. Et les écoles d'ingénieurs, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, les écoles d'ingénieurs, voilà, connaissances générales, elles font les deux, connaissances générales et scientifiques, technicité sur les compétences également courantes en entreprise. Et donc, vous allez pouvoir, évidemment, choisir par rapport au cursus que les personnes ont développé, choisir évidemment les profils qui vous semblent les plus adaptés pour votre entreprise. Donc, attention à la communication des écoles, attention à la communication effectivement des cursus, regardez bien ce qui a été fait et vous verrez bien que ça peut faire quand même une différence à l'arrivée. Je parle surtout quand les gens sortent des écoles, moins quand ils ont déjà 10 ans d'expérience, on apprend sur ça, on évolue et c'est normal. Alors, dans les cursus scolaires, finalement, c'est ce que je pose souvent la question aux étudiants, pourquoi vous voulez faire un bac plus 2, un bac plus 3 ou un bac plus 5 ou un bac plus 8? C'est quoi la différence? Eh bien, c'est que dans les métiers d'informatique, on change de métier. Un bac plus 2, c'est pour des métiers d'exécution. C'est-à-dire, normalement,
Je suis capable d'être assistant pour administrer un système. Je suis capable de développer, etc., etc. Et je peux, de mon expérience professionnelle, devenir expert là-dessus. C'est vrai, mais ça reste de l'exécution. Un bac plus 3, c'est pour apporter de l'analyse. Et ça, c'est important. Et un bac, l'analyse, c'est-à-dire est-ce que je gère une petite équipe, est-ce que je suis faire de la gestion de projet, par exemple, en contact avec les clients. Un bac plus 5, c'est pour des postes de décision, apporter managériale et stratégique, DSI, conseil aux entreprises, évidemment. Et un bac plus 8, c'est pour des postes de R&D, stratégie prospective. On n'embauche pas un bac plus 8 pour donner des activités d'exécution. On va embaucher si j'ai des activités d'exécution, il faut que je le donne à quelqu'un qui s'y plaît et qui pourra le faire avec plaisir. Si je prends quelqu'un qui a été formé à aller sur des postes de décision, si je lui donne des activités d'exécution, il va s'ennuyer et très vite il va partir de mon entreprise. Donc ça va être problématique. Donc il faut bien que je puisse faire la relation. Finalement, qu'est-ce qu'il y a comme activité et quels sont les périmètres de ces activités et finalement le niveau que je vais recruter. Donc je prends pas un bac plus 5 pour faire des boulots de bac plus 2. Et souvent les entreprises pensent ça fait rien, plus on est qualifié, mieux c'est pour l'entreprise. Eh ben c'est faux parce que en fait en termes de management derrière, on va avoir des désillusions et il y a des personnes qui vont partir. Et dans 2 ans ou dans 1 an, je vais être obligé de recruter sur ce même poste parce que je vais perdre la personne, évidemment. Donc sur ces métiers à forte obsolescence, l'important c'est le cursus scolaire. On n'oublie pas que nous bénéficions quand même également de formations professionnelles très techniques, ça c'est très bien, qui sont internationales souvent, qui sont des cursus référencés, que ce soit pour des logiciels, pour des méthodologies. Et nous avons également des certificats internationaux qui sont tout à fait reconnus. N'hésitez pas à regarder, franchement, vous le savez, quelqu'un qui est certifié, qui a trois certifications Microsoft et 2 certifications Cisco, c'est clair qu'il a acquis des compétences, quand bien même, dans sa scolarité, c'est des choses qu'il n'avait pas vues ou pas approfondies là-dessus. On arrive à la suite sur la nature du contrat. Finalement, on n'oublie pas qu'un CDI, c'est pour un emploi sur du long terme, ça c'est clair. On n'oublie pas également qu'un CDD, c'est pour un emploi à court terme, alors soit parce que j'ai un surcroît de travail, soit parce que j'ai une mission, voilà, enfin, c'est un remplacement à effectuer. C'est vrai que le CDD est très bien pour ça. On a l'intérim qui nous permet de répondre à un besoin extrêmement rapide ponctuellement. Les intérims ici à La Réunion sont très faibles là-dessus, c'est-à-dire qu'elles ont très peu de techniciens à proposer, donc on passe par la régie, c'est-à-dire les entreprises qui évidemment vont faire de l'assistance technique temporaire et vont mettre à disposition une personne, pourquoi pas à plein temps, sur un projet et ce sur une période limitée. Alors c'est vrai qu'on va l'utiliser comme un fournisseur ou un sous-traitant, mais c'est vrai que la régie informatique c'est quelque chose de très important. Et puis on a les contrats en alternance. Et ben, le contrat en alternance souvent, et c'est que ce soit l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, c'est anticiper le recrutement et accompagner une personne à monter en compétence au sein même de son entreprise et finalement pour aller sur généralement un recrutement à plus long terme. Donc c'est un moyen quand même extrêmement efficace de faire du recrutement et aujourd'hui nous avons, à cause du Covid, nous avons des dispositifs qui sont extrêmement favorisants pour l'entreprise pour pouvoir recruter des alternants. Et si vous avez un doute, surtout n'hésitez pas, l'alternance vous permet quand même sur un contrat à durée déterminée souvent, que ce soit le contrat de pro ou l'alternance c'est à durée déterminée, en tout cas d'avoir quelqu'un pour très peu de coûts financiers, mais que vous accompagnez sur le développement des compétences et que vous allez former à vos équipes, à vos compétences, à vos profils de poste, et ça vous permet quand même d'aller extrêmement loin d'anticiper le recrutement. Et donc, à partir du moment où vous avez travaillé avec une personne que vous connaissez, vous pouvez confirmer ensuite cette personne sur ce recrutement. Alors, je vais finir quand même par 2 petites choses là-dessus avant de passer la parole à mon collègue. Premièrement, les étapes du recrutement qui suivent. Ben, une fois que j'ai défini le profil de poste, ben, j'ai traitement et lecture des CV. Donc, je vais mettre une grille d'évaluation. C'est facile. J'ai fait ma fiche de poste. Ben, je vais pouvoir écrire directement, pourquoi pas sur une fiche Excel. Et ben, finalement, je fais un tri, un classement avec des grilles d'évaluation. L'entretien, ça va être une exploration complète du profil du candidat et sa vision du métier, du poste de l'entreprise et du secteur. C'est un moment d'échange particulier. Moi aussi, je vais donner de l'information à un recruteur et je vais également chercher
Je vais rechercher la preuve de la compétence auprès de la personne, suivant le langage qu'il va utiliser, par rapport à l'attendu de l'entreprise, évidemment. Et je vais faire une notation par critères et indicateurs. Attention, c'est différent du feeling. Alors, pourquoi le feeling est important? Le feeling n'est pas important pour recruter. Le feeling est important pour avoir des indicateurs d'alerte. En fait, on se sent mal. C'est-à-dire que quand on a du mal à mettre le doigt dessus, mais il y a des personnes, quand on perd la confiance, on va s'apercevoir que tiens, le feeling passe mal, c'est un problème de confiance. Or, le recrutement est avant tout un acte de confiance. Et donc, c'est vrai que le feeling peut nous aider à savoir, à enregistrer qu'effectivement, là, j'ai des signaux d'alerte. Ça ne me permet pas de classer les recrutements. C'est-à-dire que ça ne me permet pas de savoir quelle est la meilleure personne. Pour savoir la meilleure personne, vraiment, il faut avoir une notation par critères et indicateurs. Évidemment, pour le contrat en alternance, faites-vous aider par les centres de formation, les centres d'apprentissage, les écoles vont vous aider à recruter. N'hésitez pas à le faire. Ce sont des gens qui connaissent les personnes qui vous présentent. Normalement, ils ont déjà fait des pré-entretiens, ils ont déjà donné des conseils également en termes de positionnement, et ça vous permet quand même d'être mieux accompagné là-dessus. Alors, la deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est les attendus de l'entreprise. Après, mon collaborateur Gauthier va prendre la suite. Mais vraiment, c'est un document qui va permettre aux entreprises de comprendre ce qu'elles recrutent et pourquoi elles le recrutent comme ça. Je vais vous présenter un document que nous avons élaboré il y a déjà quelques années, mais qui a toujours cours d'ailleurs, qui est toujours aussi bon. Alors, c'est un document sur les attendus des employeurs lors d'un recrutement. Alors, ce document-là, si vous le voyez bien, vous avez deux grandes parties. Vous avez à gauche tout ce qui est du champ du professionnel et efficacité de travail, à droite tout ce qui est authenticité individu. Ce document est très important parce qu'en fait, les critères d'évaluation des entreprises sont sur là-dessus. Premièrement, si je prends la colonne de gauche, quels sont les critères? En termes de compétences techniques, compétences transversales générales, évidemment, je ne vais pas prendre un plombier pour faire du développement HTML, c'est clair, quoi. Donc, je vais établir des critères techniques. C'est ce qu'on va appeler les tâches et les savoir-faire. Comment je vais vérifier, finalement, l'employeur, moi, employeur, comment je vérifie que ces tâches et savoir-faire existent vraiment? Je vais aller consulter la lecture de CV déjà. Est-ce que la personne a fait la scolarité? Est-ce qu'il a des diplômes? C'est quoi ses expériences antérieures? Et je vais retrouver effectivement au travers du CV de la lettre de motivation des éléments qui vont me permettre quand même de savoir s'il a bien ses compétences techniques. D'ailleurs, je peux lui demander la copie des diplômes, c'est clair. Sa capacité d'autonomie, sa capacité de responsabilité, ça va être évidemment le périmètre, comment il va s'intégrer dans l'entreprise. Et là, pour moi, c'est un travail managérial, c'est-à-dire moi, en tant que recruteur, comment j'intègre la personne à l'intérieur, donc quelle est sa vision de son entrée dans l'entreprise. Et puis, en termes de production, évidemment, moi j'ai des contraintes d'heure, j'ai des contraintes horaires, des contraintes de lieu, des contraintes de disponibilité. S'il faut travailler, s'il faut faire des permanences, pourquoi pas le samedi, voilà, ça fait partie du contrat. Tout ça, je vais essayer de le voir sur des indicateurs que je vais trouver dans des commandes, soit sur des certificats de travail, soit sur des sessions, des positionnements de la personne. À droite, on a plutôt des critères qui sont du champ du personnel, de l'authenticité et de l'individu. Alors, lecture transparence, c'est finalement, est-ce que la personne, elle se raconte ou elle a du mal à se raconter? Ça ne veut pas dire être expansif, hein, c'est clair, mais c'est du savoir-être, trait de personnalité, honnêteté, persévérance, par exemple. Je vais le voir en quoi? Je vais le voir soit au travers de tests psychotechniques, alors des schémas très élaborés, soit je vais le voir au niveau de la qualité de l'entretien. Le deuxième élément, c'est les capacités de communication transversale, les compréhensions d'entreprise, les capacités d'adaptation, finalement, c'est ce qui va être la culture d'entreprise, comment la personne va rentrer chez moi, cohérence entre le contenu des cursus et l'expérience antérieure. Et puis, je vais finir par l'ambition. Est-ce que la personne est ambitieuse et veut évoluer sur poste? Est-ce que moi, j'ai un poste à offrir qui correspond à cette ambition, ou moi, j'ai d'autres ambitions pour la personne que je recrute sur ce poste-là? Type d'emploi recherché. Vraiment, le maître mot, c'est la confiance. En fait, et là, je vais laisser la parole à mon collaborateur dans quelques secondes. J'ai fait du recrutement, je fais du recrutement à très haut niveau. J'ai les entreprises à recruter. Et en fait, souvent, les personnes ne gagnent pas le job
en fait, une perte de pas. L'entreprise va travailler par défaut, c'est-à-dire que lors du recrutement, si l'entreprise perd la confiance, si le recruteur perd la confiance, vous avez perdu le job. Le recruteur a perdu le job. Alors l'entreprise déclare pas lors de l'entretien, tiens, bah, vous avez perdu ma confiance. Salut, au revoir Clara. Au bout de 5 minutes, on arrête l'entretien et puis tout le monde rentre chez soi. Ça se passe pas du tout comme ça. En fait, le recruteur continue l'entretien jusqu'au bout. Et en fait, le job est déjà perdu, mais il le dit pas ouvertement et il dit, bah, je vais voir d'autres collaborateurs. Et c'est comme ça que ça marche. À vous, évidemment, de reconnaître les situations de recrutement pour optimiser, évidemment, votre recrutement. Et je vais laisser la parole à mon collaborateur qui va pouvoir accompagner plus spécifiquement, évidemment, les recrutés pour qu'ils aient la meilleure transparence et la meilleure présentation pour pouvoir répondre au mieux au recrutement des entreprises. Alors voilà, comme l'a dit Monsieur Colombel, l'objectif, ça va être de ne pas perdre la confiance de l'entreprise. Et en fait, pour ne pas perdre cette confiance, il va devoir le candidat préparer son positionnement. Alors le positionnement, c'est quoi? Alors en fait, le positionnement, c'est la stratégie que va devoir adopter le candidat dans le cadre de l'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur, dans le cadre d'un entretien, ça va pas forcément être votre collaborateur direct dans le cadre du futur job. Ça peut être un RH, ça peut être un directeur de service, un directeur général. Et en fait, en fonction de la position qu'il aura et de la proximité qu'il aura avec le futur salarié dans le cadre de ses futures missions, il va regarder différentes choses. Donc, comme vous a montré Monsieur Colombel dans le graphique sur le slide précédent, il y a tout ce qui correspond, on va dire, aux hard skills et tout ce qui correspond plus aux soft skills. Alors en fait, si le recruteur il va pas directement travailler avec le candidat dans le cadre de ses futures missions, il va plutôt se reposer sur des éléments factuels, sur les études, sur les diplômes, sur les compétences factuelles. Dans le cas contraire, si le recruteur, c'est par exemple votre futur N+1, donc la personne qui va collaborer directement avec vous, qui va vous fréquenter tous les jours, qui va apprendre à vous connaître, eh ben, elle va beaucoup plus regarder donc les soft skills, la personnalité, l'ambition et tout ce qui est lié à plus à l'initiative du candidat. Donc, en fonction de ça, vous allez devoir faire un travail d'analyse de la situation, donc en amont de l'entretien, et en fonction de la personne que vous allez rencontrer sur le prochain entretien, adapter ce positionnement. Plus vous focalisez et plus appuyer vos soft skills ou plus appuyer vos hard skills. Donc par exemple, vous faites un entretien pour devenir administrateur système et réseau dans une grosse entreprise. Vous allez dans un premier temps rencontrer la RH, ensuite le directeur, le directeur du service, et enfin votre N+1. Donc là, en fonction de la personne que vous rencontrez, il faudra préparer en amont votre positionnement. Pareil, faudra le faire également en fonction de la taille de l'entreprise. Dans une start-up, on va plus avoir tendance à fréquenter tout le monde. Donc on va être en contact direct avec tous les collaborateurs dans l'entreprise, alors que dans une grosse entreprise, on peut ne pas travailler avec un collaborateur toute sa carrière. Donc voilà au niveau du positionnement. Maintenant, je vais vous donner 6 conseils clés sur l'élaboration du CV. La première chose, et je dirais que le principe fondamental du CV, c'est que le meilleur CV, c'est celui que vous aurez plaisir à distribuer, celui qui vous ressemblera professionnellement. Donc voilà, ça je pense que c'est impensif, mais c'est fondamental et c'est important de le rappeler. Alors au niveau des conseils sur la forme, déjà la présentation du CV, elle est essentielle, c'est-à-dire que visuellement votre CV il doit être agréable à l'œil, donc il faut absolument éviter les choses confuses. Il faut surtout éviter en fait de faire des CV où on ne sait pas vraiment par où commencer. Donc faut bien hiérarchiser la formation avec des retraits de lignes, avec de la mise en forme pour qu'il soit visuellement intéressant et qu'il dégage une certaine symétrie. Mais il faut pas en faire trop non plus d'un point de vue graphique. Il faut pas jouer avec trop de police, avec trop de caractères, de couleurs.
faut rester sobre. Après, bien sûr, ça va dépendre du secteur dans lequel vous postulez. Un graphiste qui postule pour devenir voilà, graphiste dans une agence de communication, on va attendre de lui qu'il fasse quelque chose de très original parce que son CV sera une manière pour lui de montrer une compétence intéressante au recruteur. Dans le cas contraire, une expert comptable qui postule chez KPM, voilà, chez KPMG, on va pas attendre d'elle qu'elle fasse un CV graphique et ce sera pas forcément bien reçu, un CV extrêmement graphique. Alors moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'utiliser le site qui va s'afficher à l'écran pour faire votre CV. Donc, ce site, ça s'appelle Canva. Donc, c'est très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir faire des visuels de manière extrêmement simple et vous avez une partie dédiée au CV. Donc, on est dessus. Et voilà, donc vous allez avoir tout un tas de modèles de CV, CV professionnels, CV modernes. Vous allez en avoir vraiment des centaines que vous allez sélectionner. Et après, vous aurez plus qu'à remplir vos informations. Donc, vous pourrez vraiment choisir quelque chose en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de vos préférences, plutôt graphique, moins graphique. Généralement, voilà, c'est fait par des professionnels. Enfin, les templates sont faits par des professionnels, donc vous risquez, vous avez moins de risques de faire d'erreurs d'un point de vue graphique au niveau des choix des couleurs, des choix des polices, et c'est plutôt moderne et c'est totalement gratuit. Donc voilà, c'est très rapide en plus. C'est ce que je conseille souvent aux étudiants de l'école quand ils postulent sur des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Alors toujours au niveau des recommandations sur la forme. Un instant. Alors voilà, toujours au niveau des recommandations sur la forme, c'est la photo. La photo, elle est pas obligatoire. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse par rapport à la photo. Par contre, s'il y en a une, elle doit absolument être professionnelle. C'est-à-dire qu'avec une tenue correcte, dans une position correcte, une expression du visage qui fait professionnel. Et je vois en fait, je vois énormément d'étudiants qui cherchent des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage qui ont des photos non professionnelles. Donc ça va vraiment vous desservir. Vous pouvez mettre une photo, ça peut même jouer en votre faveur si elle est vraiment professionnelle et que vous dégagez de la sérénité sur la photo. Par contre, si la photo n'est pas professionnelle, autant ne pas en mettre. Voilà, ça c'est vraiment important. Ça peut être impulsif encore une fois, mais je vois, je pense, entre 50 et 70% des CV que je reçois avec des photos, les photos sont non professionnelles. Donc je le rappelle, la photo professionnelle avec une tenue professionnelle et une posture professionnelle. Maintenant, je vais vous donner des recommandations sur le fond. Donc, tout d'abord, je vous conseille de détailler chacune de vos expériences professionnelles. Voilà, parce qu'en fait, mettre l'intitulé de poste et l'entreprise, ça suffit pas. Il faut être précis, détailler les différentes missions par des éléments factuels. Donc, ça peut être, par exemple, pour un administrateur système et réseau, administration de 400 postes, des chiffres clés ou des résultats. Donc, par exemple, pour un commercial, atteinte de l'objectif annuel de 100 000 euros. C'est important, je pense, de mettre vraiment des chiffres clés, des résultats, parce que voilà, et ça va vraiment donner des informations sur votre capacité à atteindre les résultats dans l'entreprise. Je vous conseille également d'utiliser dans votre CV le vocabulaire technique de votre secteur et du secteur dans lequel vous postulez. Alors ensuite, je vous déconseille de mettre des informations qui pourraient vous desservir. Par exemple, si une de vos expériences professionnelles ou vous avez laissé un stage, je vous déconseille de mettre stage. Vous vous contentez d'uniquement mettre l'intitulé de poste que vous occupiez durant cette mission. Pareil, de la même manière, renseigner le fait que vous avez des enfants en bas âge, ça peut vous desservir malheureusement. Et du coup, un recruteur, il pourra passer à côté de votre CV à cause de cette information, alors que si vous avez rencontré, il vous aurait recruté. Donc voilà, très important quand vous mettez une information, de vous demander si ça peut vous desservir ou pas.
et donc de la renseigner ou de ne pas la renseigner. Enfin, la dernière remarque sur le fond, c'est au niveau des compétences. Je vois souvent des CV avec des barres de compétences, comme vous voyez là, avec langage, Windows, Apple, Linux, Office. Le problème de ces barres de compétences, c'est que l'idée que se fait le recruteur de l'index maximum, donc par exemple pour anglais c'est 6 cases cochées, eh ben elle va être potentiellement très différente de la vôtre. C'est-à-dire que par exemple, pardon, voilà, donc sur Photoshop, là, sur le petit icône Photoshop, le candidat, il a renseigné 4 points sur 6. Sauf que, par exemple, le recruteur, il va potentiellement avoir un bien meilleur niveau que le candidat sur Photoshop, mais lui, il se serait donné à lui uniquement 3 points sur 6 parce que son index de référence, c'est les meilleurs sur Photoshop qui existent dans le monde. Donc voilà, en fait, l'index de référence de chaque personne va être complètement différente sur ces barres de compétences. En fait, finalement, ça veut rien dire. Donc, moi, à la place de ces barres de compétences, je vous conseille de mettre encore une fois plutôt des éléments précis et factuels. Donc, par exemple, pour langage, pour anglais, mettre une note au TOEIC, au TOEFL ou un niveau C1, C2, B1, voilà, plutôt que des barres de compétences. Donc voilà, pour l'élaboration du CV, on a terminé cette partie. C'est donc 6 conseils. Après, voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles avec les CV. C'était 6 conseils, erreurs à éviter que je vois assez régulièrement dans les CV. Donc maintenant, je vais passer à une partie sur le digital au service de l'emploi. Alors, même si vous avez un CV à jour qui est qualitatif, qui est clair, qui est optimisé, ça suffit parfois pas pour décrocher un entretien. En tout cas, pas avec les méthodes traditionnelles qui consistent à postuler sur LinkedIn, sur Indeed et sur voilà les sites spécialisés. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut être capable de différencier, c'est le marché ouvert du marché fermé. Donc le marché ouvert, c'est toutes les offres d'emploi qui sont diffusées, comme je vous l'ai dit sur Indeed, sur LinkedIn, et qui correspondent à des fiches de poste existantes. Et ce marché ouvert, il représente uniquement 30% des besoins de recrutement du marché en général. Dans le cas contraire, donc le marché caché, c'est tous les besoins de recrutement qui font pas l'objet d'une diffusion sur les sites spécialisés ou dans le journal, n'importe quoi. Alors, votre objectif, ça va être d'atteindre ce marché fermé, qui en plus est beaucoup moins concurrentiel que le marché ouvert, parce que sur le marché ouvert et sur les offres d'emploi, il y a toujours énormément de candidats qui vont postuler, donc il y a beaucoup plus de concurrence. Alors, comment atteindre ce marché caché? Bien sûr, c'est la candidature spontanée. Sauf que faire des candidatures spontanées, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Et en plus de ça, c'est aléatoire. Vous savez pas s'il y a un besoin de recrutement. Donc, moi, je vais vous donner une méthode simple et vraiment efficace que j'utilise avec mes étudiants pour optimiser vraiment votre recherche d'emploi et votre démarche de candidature spontanée en vous servant justement des outils digitaux. Donc des méthodes, il y en a plein, il y en a pas qu'une seule. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes de scrapping que moi j'utilise aussi personnellement d'un point de vue commercial. Enfin voilà, si vous êtes intéressé par ces méthodes, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur notre stand. Alors, je vais vous en montrer une qui est assez traditionnelle, hein, mais je vais vous donner une méthode de travail pour vos candidatures spontanées. Alors, hop. Alors, je sais pas si vous voyez pas mon écran. Vous m'entendez? Allô, bonjour. Alors, vous voyez mon écran? Non, je vois pas votre écran. Alors, c'est pas, non, vous venez d'éteindre. On va continuer comme ça, c'est pas grave, changez d'écran. C'est pas très grave. J'ai besoin de partager mon écran, en fait.
Bon, alors, on a un petit souci technique, j'arrive pas à vous partager mon écran, donc je vais vous expliquer la méthode à l'oral. Mettez votre caméra. Ah, on a des soucis de transmission. Ouais, C'est pas très grave. Bon. Je vais laisser. Alors, bon, c'est pas grave, je vais pas pouvoir vous partager mon écran. Mais alors, en fait, cette méthode, elle consiste en quoi? Elle va consister en fait, vous allez essayer de trouver les décisionnaires qui pourraient vous recruter sur vos postes cibles, sur les postes cibles. Alors, en fait, donc comment ça va se passer? Vous allez aller sur LinkedIn. Donc, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, vous allez vous créer un compte LinkedIn. Et donc, admettons que vous êtes par exemple à la recherche d'une alternance ou d'un contrat de professionnalisation en qualité d'assistant marketing ou de web marketer. Alors en fait, vous allez par exemple taper dans la barre des recherches de LinkedIn directeur marketing. Vous allez filtrer sur personnes pour avoir uniquement des personnes et sur la région Réunion. À la suite de ça, LinkedIn il va vous générer une liste qui sera très longue de tous les directeurs marketing, donc des potentiels décisionnaires sur des postes en web marketing sur l'île de la Réunion. Donc vous aurez le nom du décisionnaire, son prénom et l'entreprise pour laquelle il travaille. Ensuite, vous allez vous faire un fichier Excel. Sur ce fichier Excel, vous allez renseigner le nom, le prénom et les entreprises correspondantes pour chaque décisionnaire. Le décisionnaire, donc là, ça peut être un directeur marketing, mais ça peut être aussi un directeur ressources humaines. Voilà, c'est important de vous faire une liste des décisionnaires et d'agir par étapes. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez par exemple faire une liste de 100 décisionnaires qui sont tous des directeurs marketing sur l'île de la Réunion, dans des entreprises qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait cette première étape, pour chacune des entreprises, vous allez chercher le numéro du standard. Donc vous allez renseigner le numéro des standards sur votre fichier Excel pour chaque décisionnaire. Donc à la suite de ça, donc vous avez le décisionnaire, le nom du décisionnaire, l'entreprise pour laquelle il travaille et le numéro du standard. Donc là, vous vous doutez bien que vous allez appeler chaque standard un par un. Le problème, c'est que si vous appelez les standards, vous allez tomber sur une standardiste. Et si vous arrivez avec une démarche un petit peu hésitante, vous aurez pas, elle vous passera jamais le décisionnaire en fait. Donc là, en fait, la stratégie, ça va être d'avoir une démarche vraiment assurée. Donc vous allez tomber sur une décisionnaire et vous allez par exemple lui dire oui bonjour Gauthier Verlet, je souhaiterais parler à Monsieur Colombel s'il vous plaît. D'une démarche assurée. Elle va peut-être vous demander pour quelle raison et là vous allez dire c'est au sujet du contrat de professionnalisation. Vous allez un petit peu faire comme si vous aviez un encours avec cette personne. Et alors vous allez voir que si vous agissez méthodiquement avec cette méthode, vous allez dans 50% des cas réussir à avoir le décisionnaire au téléphone pour lui demander s'il n'a pas éventuellement un besoin de recrutement dans votre domaine. Donc, une fois que vous avez le décisionnaire au téléphone, là, il va falloir vous préparer un speech pour montrer votre motivation. Et voilà. Et bien sûr, dans 50%, 70% des cas, il aura pas de besoin de recrutement. Mais dans 30% des cas, il aura éventuellement des besoins de recrutement. Ou pas forcément, mais il va vous demander quand même d'envoyer votre CV. Et là, en fait, pourquoi cette méthode elle est intéressante? Parce que le fait que vous ayez réussi à l'avoir directement en ligne, que vous ayez réussi directement à avoir en ligne la personne qui est potentiellement décisionnaire sur une embauche, ça va vraiment montrer votre motivation. Parce que le décisionnaire, ça lui arrive jamais en fait. C'est très très rare que des candidats arrivent à l'avoir directement en ligne. Du coup, en fait, vous allez montrer une motivation supplémentaire et donc il va potentiellement vous demander d'envoyer votre candidature. Si derrière la candidature que vous envoyez, votre CV, il est impeccable, avec une lettre de motivation, éventuellement des lettres de recommandation, là, vous avez toutes les chances d'être pris à des entretiens. Et moi, je vous garantis que si par exemple vous faites ça sur une semaine, vous donnez 3 heures par jour où vous appliquez cette méthode en fonctionnant par étapes avec les différentes étapes que je vous expliquais, vous allez décrocher des entretiens. Donc voilà. Au niveau du digital au service du recrutement, ça c'est une méthode, mais il y en a vraiment plein. Si vous êtes intéressé par différentes méthodes, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi sur le stand encore une fois. Alors, est-ce qu'on voit ma caméra? Non, toujours pas. Toujours pas. Donc du coup, je vais terminer avec quelques conseils clés sur l'entretien justement. Donc là, voilà, vous avez fait votre CV, ensuite vous avez appliqué des méthodes pour décrocher des entretiens. Mais maintenant, la question c'est comment en entretien décrocher le poste, quel comportement adopter en entretien.
Alors, le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'avoir un message à faire passer. Il y a beaucoup de candidats qui partent avec de deux objectifs, de décrocher le poste. Sauf que décrocher le poste, c'est un petit peu trop global, on va dire. En fait, il va falloir réfléchir au préalable au message que vous voulez faire passer au recruteur sur votre profil. Donc en fait, avant chaque entretien, c'est nécessaire de passer par une phase de réflexion et de se demander, OK, pour ce poste en particulier, lesquelles de mes qualités je dois mettre en valeur pour le décrocher. Et donc, vous préparez un speech de présentation, mais qui va être différent vraiment en fonction des différents entretiens et avec un objectif de communication. Vraiment, quelle qualité vous avez envie de montrer à l'employeur et pas uniquement l'objectif global de décrocher le poste. Donc, voilà. Et toujours, bien sûr, adapter son discours en fonction des attentes de l'entreprise et de la fiche de poste. Le second conseil que je voudrais vous donner, c'est au niveau du comportement. En fait, si vous avez été sélectionné pour l'entretien, c'est très probablement que, en fait, d'un point de vue technique, vous avez validé les prérequis. Mais l'entretien, il n'est pas vraiment pour vous tester sur le plan technique. Bien sûr, on va vérifier vos connaissances sur le plan technique, mais il est surtout là pour vous évaluer d'un point de vue comportemental, en fait. Savoir qui vous êtes. Les candidats, ils s'entraînent souvent à parler de leurs compétences techniques, mais ils s'entraînent pas à créer le dialogue, à poser des questions, à creuser les réponses et à se servir des réponses. Et c'est vraiment sur ces éléments de comportement que vous allez vraiment faire la différence en entretien. Donc, si vous êtes capable de travailler là-dessus, ça va être un atout majeur pour vous. Et donc voilà, il est important de se rappeler que l'entretien, c'est avant tout un test relationnel. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est de préparer des exemples, en fait. Il faut être capable de prendre le meilleur de vos expériences professionnelles passées, des moments forts de votre carrière, même si elle est courte, même si c'était 2 stages de 6 mois. Il y a forcément des moments forts, des moments où vous avez dû faire face à l'adversité. Il faut être capable de se rappeler de ces moments, de s'entraîner à les expliciter et voilà, être capable pendant l'entretien d'avoir des références, des exemples, des moments où vous avez dû faire face à l'adversité et vous avez été vraiment utile pour l'entreprise. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à forcer un petit peu le trait sur les difficultés que vous avez surmontées dans le cadre de ces moments forts et de ces réalisations. Et donc, pour finir, le quatrième et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arriver en entretien avec une bonne connaissance technique de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc, sans aucun doute, vous avez une bonne connaissance technique des termes de votre métier. Sauf que l'entreprise, elle évolue probablement dans un secteur qui est différent des secteurs pour lesquels vous avez travaillé au préalable. Donc là, en fait, il va y avoir une phase où vous allez devoir travailler sur le secteur de l'entreprise, être capable de maîtriser les termes techniques du secteur de l'entreprise pour laquelle vous postulez, et aussi les problématiques actuelles, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'actualité du secteur, parce que c'est des éléments qui vont vous permettre de rebondir en entretien et aussi de faire des différences. Donc voilà, au niveau de mes conseils pour les candidats. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Colombel qui va un petit peu vous parler de l'école et conclure cette présentation. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a des échos et on en est vraiment désolé. Je vais reprendre évidemment la parole. Alors, bon, 2 messages clés un petit peu pour les recruter. Premièrement, faites preuve de vos compétences, c'est-à-dire si vous dites que vous maîtrisez un logiciel, que vous savez utiliser une technologie, vous apportez la preuve, soit parce que vous l'avez déjà fait, soit parce que vous avez la scolarité, soit parce que vous avez le diplôme. La preuve, ça va rassurer complètement les recruteurs. Et c'est important d'avoir la preuve parce que la présentation, ça peut être que du blabla, et donc on a besoin d'apporter la preuve. Donc si vous venez avec si vous avez réalisé des choses, si vous les avez sur votre poste, vous les montrez, pourquoi pas. Si vous avez réalisé des sites internet, vous donnez les liens, et vous dites voilà, moi j'ai fait ça. Donc ça c'est vraiment une preuve et ça c'est très important. Ensuite de ça, le deuxième élément, c'est donner que des indications pour forger la confiance. C'est-à-dire ne prenez pas de risques, forger la confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis transparent d'une part, c'est-à-dire je me raconte, et d'un autre côté, je donne des informations qui sont des informations factuelles,
des informations que les personnes peuvent vérifier, on reste pas dans le flou, et j'utilise un vocabulaire technique, tel que l'a dit effectivement notre ami, mon collaborateur, M. Gauthier. Voilà, alors maintenant on est presque arrivé au bout. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachant que bon, nous, c'est vrai qu'on se positionne comme une école supérieure. Je vous rappelle que dans ce cadre d'école supérieure, nous proposons des cursus en bac+3 et en bac+5 en informatique, assez généralistes d'ailleurs, qui permettent de préparer les licence pro et grade master, reconnus par l'État évidemment. Nous avons des contacts entreprises. Alors c'est assez variable, mais on a des périodes où on a beaucoup plus d'entreprises que de candidats, et on a des périodes où on a plus de candidats que d'entreprises. Voilà, c'est un bon équilibre à trouver, mais c'est vrai que c'est toujours dommage quand on a les postes pour voir que des fois on a du mal finalement à avoir les candidats. Donc ça nous permet aussi de nous positionner sur le marché, de dire attention, venez voir, on a aussi des postes à proposer, on en a d'ailleurs en cours, n'hésitez pas à vous inscrire chez nous et à reprendre contact avec Gauthier pour proposer votre candidature. Alors on a notre site que vous pouvez visiter très facilement. Je vais avant de poser les questions et de donner la parole aux uns aux autres, je vous rappelle quand même vous pouvez visiter notre site. Donc quelques secondes avant que ça se mette en route, vous pouvez donc le site sur esip.re, HESIP.re. Alors voilà, je vais faire apparaître, voilà. Voilà, vous trouverez évidemment et nos cursus, et vous trouverez également les formations que nous proposons. Nous aidons les entreprises à recruter, c'est clair. Et nous aidons les chercheurs d'emploi et les alternants à essayer de trouver une entreprise, si possible adaptée évidemment à leurs compétences et sur les métiers, la partie des métiers qui les intéresse le plus évidemment. Alors on va vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Alors soit vous posez les questions directement par le chat. Et donc à ce moment-là, ça nous permettra de répondre. Vous avez la possibilité de chatter en bas. Vous avez et sur la droite, vous avez les outils qui vous permettent soit de demander la parole, soit évidemment de chatter et de poser des questions directement. Alors je sais pas. Je vais demander à ma collègue, à ma consoeur, peut-être de réouvrir la salle entière. Pour qu'on puisse évidemment se retrouver tous dans la même salle. Alors je ne sais pas comment ça marche. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors Nasrine, si Nasrine est en ligne, merci Nasrine de nous mettre tous dans la même salle, ou de pouvoir faire monter effectivement. Si les personnes veulent participer, vous ouvrez votre micro, vous ouvrez votre caméra et vous prenez la parole. Alors ça va prendre peut-être un peu de temps. Quelqu'un a une question à poser? Vous avez aussi le chat qui est possible à utiliser. N'hésitez pas. Ah voilà. Alors voilà. End. Oui. C'est Nasrine. Merci Nasrine de faire parler les personnes qui désirent parler. Il y en a qui veulent parler? Non, ça va être Alors, il y a peut-être un problème technique, peut-être qu'il y a des autorités, Alors, Bruno, c'était très clair, merci beaucoup. Vous nous confirmez l'importance de réaliser un portfolio précis, des réalisations déjà faites? Oui, bien sûr. Alors, il y a quand même quelques principes. Premièrement, ce que je vais dire, c'est des choses qui sont classiques. On n'est jamais trop armé pour aller à la guerre. C'est clair. Venez avec tout ce que vous avez, venez avec vos liens, venez avec la réalisation.
Oui, lors de ma scolarité, j'ai fait un très beau projet, un très beau projet scolaire. Pourquoi pas? Ben, je viens avec, ça peut peut-être intéresser le recruteur. Oui, je viens avec des liens. Oui, je viens avec les applications que j'ai encore en localhost, etc., etc. Bien sûr, c'est très important. On est là vraiment pour démontrer sa compétence. Il y a tout le monde dit je suis compétent en tout, voilà. Il y a une grande différence. En fait, quand je me présente à l'employeur et quand j'écris à l'employeur, il faut que le recruteur me voit chez lui. Il faut que le recruteur me voit travailler. Il faut que le recruteur voit les réalisations que j'ai pu faire ou celles que je peux faire. Et c'est en donnant en donnant ces éléments qu'on va instaurer la confiance avec l'employeur. Il va dire tiens, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça, même si ça correspond pas exactement à ce qu'il recherche. En tout cas, il sait que vous êtes un producteur, que vous êtes quelqu'un qui peut apporter des choses à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que j'ai répondu à la question, Bruno? Et est-ce que vous auriez pu prendre la parole? Est-ce que vous avez essayé de prendre la parole? Parce que s'il y en a qui veulent prendre la parole et qui ne peuvent pas, évidemment, c'est plutôt compliqué. Alors, il y a des questions, il y a des choses intéressantes qui ont été dites sur les types de contrats, mais vous n'avez pas parlé des contrats d'indépendants, qui sont de plus en plus demandés, notamment par les startups, à tort ou à raison, et à envisager pour les étudiants. Alors, je vais répondre à cette question. Alors, les contrats d'indépendants, en fait, c'est un déport, c'est un déport de la responsabilité et de l'organisation managériale. Quand je suis indépendant, je ne peux être considéré indépendant qu'à partir du moment où j'ai la maîtrise, par exemple, et de mes horaires, par exemple, la maîtrise des missions que j'ai réalisées, et je peux effectivement aussi réaliser des missions pour d'autres en même temps. C'est-à-dire que quand je suis en indépendant, évidemment, je suis considéré comme un sous-traitant de l'entreprise et j'apporte effectivement une collaboration à l'entreprise. Donc il faut que je sois indépendant là-dessus. Si je suis indépendant, ça veut dire que l'entreprise a des missions à me confier et qu'elle va me signer un contrat sur lequel il est marqué que je fais ça, comme ça, sous telle ou telle forme. J'ai la maîtrise de la réalisation de mon travail. Effectivement, quand l'entreprise fait ça, elle se dit, j'offre, au lieu de m'adjoindre un collaborateur qui va rentrer dans ma hiérarchie, avec lequel je vais avoir du management, je vais travailler sur du long terme avec, j'ai peut-être tout intérêt à prendre des gens qui sont sous contrat d'indépendance. Et effectivement, ça permet cette souplesse et cette relation tout à fait particulière qui permet à la personne et à l'entreprise d'avoir un management plus souple et à l'indépendant, finalement, d'offrir ses services à cette entreprise-là et à d'autres. Là où le lien se perd et là où les choses dérapent, ça serait dans le cadre où l'indépendant se retrouve asservi finalement à l'entreprise, à être à 100% pour l'entreprise sur un temps long. Et finalement, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle du salariat déguisé en fait. Hein. Et à ce moment-là, on perd nos repères. Donc, le contrat d'indépendant, oui, super, pourquoi pas, ça permet de se lancer dans l'activité. Oui, ça aide les entreprises, très bien. Oui, c'est pour aller plus loin, c'est-à-dire pour s'ouvrir à plusieurs entreprises et de pouvoir proposer évidemment du travail à plusieurs. En général, c'est facturé plus fort que la rémunération d'un salarié classique, mais c'est normal. On a plus de risques, on a du share time, on a évidemment des travaux à réaliser, on doit avoir de l'autonomie là-dessus. Et surtout, ce qu'on doit garantir à l'entreprise, à l'entreprise qui achète ma prestation, évidemment, c'est ma capacité de réaliser avec expertise le travail qui est à faire. Je voudrais quand même signaler un point important concernant les indépendants. Je le sais parce que même les entreprises, ça pose un problème. Je vous rappelle que quand vous avez une activité professionnelle indépendante, je vous le rappelle, vous devez avoir ce qu'on appelle une responsabilité professionnelle. Et en informatique, la responsabilité professionnelle, c'est significatif, quoi. Vous allez voir l'assureur, vous dites voilà, je prends une responsabilité professionnelle. C'est pas la responsabilité des locaux, de ce qui se passe à l'intérieur des locaux, hein. C'est la responsabilité du travail que je mets en place. Et je vous garantis qu'elle a un coût significatif. Et c'est vrai que beaucoup d'indépendants oublient de prendre une responsabilité professionnelle, comme d'ailleurs certaines entreprises, ce
Ce qui fait que demain ou après-demain, si jamais le client n'est pas d'accord, ou je commets une bêtise, je sais pas, j'administre le système, je fais une fausse manip et ça plante tout le monde avec des conséquences dramatiques, eh bien, le fait que je sois indépendant et que je sois en contrat avec l'entreprise engage ma responsabilité. Faites attention, prenez une responsabilité civile professionnelle, ça va vous couvrir en cas de dommage de ce côté-là. Donc l'indépendant, oui, c'est bien. Ça offre tout un tas de possibilités. Attention, il y a des précautions à prendre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, plutôt. Merci François, merci d'avoir apporté. Alors, en réaction à une remarque de M. Vert, je voudrais savoir si ce qui pourrait gêner le recruteur, un recruteur, avoir apposé le terme stage dans le CV, associé justement à ce qui est clairement un stage. Le système de stage est dévalorisé. Alors, oui, quand je mets, en fait, la question c'est souvent on a un inventaire, on dit voilà j'ai fait un stage là, j'ai une expérience professionnelle là, etc. Quand je dis j'ai une expérience professionnelle là, est-ce que je dis que j'ai eu un CDD à temps partiel, à temps plein, est-ce que c'était un CDI ou quoi? On n'explique pas, on dit simplement que j'ai une expérience professionnelle. Pour le stage c'est pareil. Même si après le chef d'entreprise s'aperçoit qu'effectivement c'est un stage, ou il le lit comme tel, il comprend ce que vous mettez en valeur. C'est pas le fait que vous soyez en stage. Ce que vous mettez en valeur, vous, dans votre CV, c'est le fait que vous avez acquis de l'expérience professionnelle. Et donc, au lieu de parler du stage, vous allez parler de ce que vous allez faire à l'intérieur. Donc, oui, ne prenez pas de risque que ça ne pollue pas la lecture du recruteur. Parlez de votre expérience professionnelle. Il va comprendre après, parce qu'il n'est pas con, il va comprendre au vu des dates, etc., que effectivement c'est un stage. Mais le fait que vous ayez pu donner lecture de votre expérience de votre expérience professionnelle, c'est fait, même si c'est un stage, en tout cas, c'est tout à fait positif comme positionnement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, Bruno dit, oui, c'est OK, c'est une forme de débroussaillage dans la communication pour capter son attention sur l'expérience plutôt que sur le statut. Voilà, c'est effectivement le positionnement sur lequel j'étais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois qu'il y a effectivement des personnes qui peuvent être satisfaites et puis qui ont encore des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez plus de questions, après je comprends. N'hésitez pas, on a notre stand. Vous pouvez passer sur notre stand ESIP. Nous pouvons vous accompagner soit pour le recrutement des alternants, là je m'adresse aux entreprises, soit pour le recrutement, soit pour trouver effectivement un terrain d'alternance. Et à ce moment-là, nous accompagnons les alternants à trouver une entreprise. Et nous avons beaucoup d'offres d'emploi en ce moment, par exemple. D'autres questions? Je repasse à la phase du chat. Alors, je vais essayer de voir un petit peu si... alors, il y a Charlie Blondeau. Pas de question de Nawar Production. Je fais un petit peu le tour. Il reste Bruno, effectivement. Et Manon Charlan, chef de projet digital, freelance. Si vous êtes des freelances, est-ce que vous avez des questions particulières ou pas? Sachant que les freelances, c'est quand même une position tout à fait intéressante. Ça permet quand même de lancer ses activités. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'espace et de pouvoir aller chercher aussi des contrats à l'extérieur. C'est super. Ça nous permet de se faire une place sur le marché et il y en a beaucoup qui ont commencé comme freelance et puis qui, au fil du temps, ont été obligés de faire besoin d'un collaborateur parce qu'ils avaient trop de boulot. Puis après, ils sont passés de freelance à entreprise. Et puis, je dis pas que toutes les expériences sont menées à la réalisation de Microsoft, mais voilà, vous avez quand même des possibilités de croissance, évidemment, avec sous ce statut. Il est vrai aussi qu'en période trouble, c'est-à-dire dès qu'il y a une incertitude et dès que, par exemple, le confinement, ce sont des statuts qui sont difficiles, parce que vous n'avez pas forcément toutes les aides, vous n'avez pas forcément tous les accompagnements, et puis voilà,
le risque peut être important. Mais même en tant que freelance, si j'ai une activité qui a été référencée, que j'ai un numéro de SIRET, ben je peux prendre un alternant. Sachez que les coûts de l'alternance aujourd'hui sont extrêmement réduits. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, de vous adjoindre quelqu'un pour une année, par exemple. Et ça coûte extrêmement peu cher. Je crois qu'il y a eu un calcul qui a été fait, comme quoi, en résultante, pour certains alternants, pour l'entreprise, ça leur coûte entre 150 et 350 euros par mois, pour quelqu'un qui est là les 3 quarts du temps. Ça peut être quand même tout à fait intéressant là-dessus. Voilà, s'il y a encore des questions, je vois qu'il y a encore des questions sur le chat. Pas de questions, c'était très clair. Merci beaucoup. Euh, voilà. Bon bah, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Alors, il y a une personne supplémentaire il y a des gens qui viennent sur les, qui viennent et puis qui viennent à la conférence. Bon, c'est un petit peu tard parce que je vois que le nombre de personnes présentes des fois évolue. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à prendre contact avec Gauthier Verlet. Mais je vous rappelle quand même notre site edit.re pour toutes les problématiques de recrutement et de recherche d'alternance. N'hésitez pas à nous joindre. Nous vous remercions beaucoup. Merci, bonne journée.